À ma gauche, Vincent. Bonsoir Vincent. Bonsoir François-Xavier, à ma droite. Donc oui, on va vous parler ce numéro de notre dernière série, comme tu viens de le dire, les sportifs mythiques des années 80, qui est tout chaud, qui vient de sortir de l'imprimerie. Ouais, qui est tout chaud, qui est en kiosque, vous pouvez le trouver. Donc c'est 124 pages d'essais, donc ce sont des vrais essais. On insiste là-dessus parce que chaque voiture qui est dans ce hors-série, qui figure dans ce hors-série, on a pris rendez-vous avec les propriétaires. Oui. On s'est déplacé avec journalistes et photographes pour aller essayer chacune des voitures. Donc c'est pas un catalogue, c'est pas un truc qu'on a fait sur un coin de bureau. C'est pas. On est allé sur place, c'est de l'inédit. Donc on a 124 pages. On a mis des matchs, ça c'est une première. D'habitude on a que des essais simples et là on a réuni des voitures 2 par 2 pour faire des matchs. Donc voilà, ça va d'Alfa Romeo à Volkswagen. On va commencer par la première, c'est la 75 V6, une voiture que tu connais bien, Vincent. Bah oui, Jésus. C'est ça, tu as eu. J'en ai une, oui. Bon, j'aime bien les Alphas. C'était la même d'ailleurs, non? C'était la même. Elle était juste la couleur près. Verte. La mienne était verte. C'est une 3 V6. C'était les dernières avec le Motronic 192 chevaux, comme ça l'essayait dans le numéro. Qui a beaucoup plu à Camille, je crois. Camille en... Pinet qui a essayé la voiture et il en est revenu. D'ailleurs, si vous avez une belle pour Camille. Très enchanté. On a eu du mal à la trouver par contre, puisque ça devient de plus en plus rare en bel état. Oui, c'est vrai. Pendant un temps, on en voyait encore, et là, je pense que elles sont toujours vivantes, mais les gens les gardent. C'est ça. Ce que je n'ai pas fait, ce que j'aurais dû faire. Ce qu'on n'a pas fait, moi j'avais un GTV6 de Litre 5 et je l'ai vendu aussi, mais enfin maintenant c'est Julien Cosso qui en est propriétaire, donc on sait où elle est. Mais elle a changé de tarif depuis. Donc non, que dire de cette Alpha je crois que c'est une des Alphas préférées des alphistes, de manière générale. Ouais. C'est pas loin, enfin j'en ai eu beaucoup d'Alfa Romeo, j'en ai toujours. Elle est dans mon top des 3 meilleurs. Forcément le moteur, le Busso dans sa version 192 chevaux. Pour moi, c'est pas le plus démonstratif. Les toutes premières versions qui faisaient 188 chevaux, était plus de caractère. Ouais, plus de caractère. Là, le Motronic, ça l'avait lissé, un tout petit peu. Enfin, tout est relatif parce que c'est quand même. Moi, je préfère le 2 litres 5. Moi, je le trouve plus musical sur le GTV6. C'est pas pareil. De toute façon, c'est pas. Il est plus lyrique. Non, c'est pas la même moto, mais il est plus lyrique, il est plus cristallin dans son. Oui, et puis il faut dire aussi que le 3 litres, il est plus adapté parce que l'auto est plus lourde. Les lignes d'échappement, elles sont différentes. Donc, la preuve que le 2 litres 5 du GTV6 ne sonne pas pareil que sur une Alpha 90 alors que oui, exactement. Donc après, mais bon là c'est pas le sujet, là c'est la 75 V6 3 litres, donc une super auto. Je sais pas quoi dire de plus parce que c'est voiture à vivre, à essayer. C'est voiture à essayer, à vivre. Généralement, on en sort toujours enchanté. Ouais. Même Camille qui est pourtant qui a essayé la voiture et qui est un fan, il a 2 BMW 325 et E30 qui est la concurrente directe de cette voiture à la fin des années 80 et il a dit franchement ça vaut très largement, voire ça dépasse une BMW 325e en agrément moteur en tout cas. Après on peut parler de la finition et du reste, ça c'est un autre. Après c'est l'Alpha donc il y a forcément. C'est un autre débat. Il y a forcément des défauts, les portes qui se ferment pas du premier coup, l'Alpha Control qui clignote. Et puis après c'est une caisse étroite parce que c'était un dérivé de la Giulietta, ils n'avaient pas d'argent donc on est un petit peu serré là-dedans. Ouais. La boîte, il avait bien amélioré le guidage. Avec l'isostatique, ouais. Il avait bien amélioré, la direction était. Et j'ai un souvenir d'une direction très. Les Alphas sont bien connus pour avoir pas le GTV6 parce que c'est un camion en l'occurrence, mais les Alfa Romeo à partir de la 75, il y a toujours des bons trains avant avec un bon feeling de direction. Donc bon, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Turbo, la GTA, la mal aimée de la marque, parce que c'est quand même la seule qui grimpe pas, dont la cote reste assez stable, qu'on a confronté, comme ça se faisait à l'époque, à la Porsche 944 Turbo. Ouais. Et donc, justement, cette Alpine, alors celle-là d'Alpine, toi Vincent, tu as pu aller l'essayer hier matin parce que le propriétaire est un de nos amis. Oui, tout à fait. Du coup, tu es allé le voir, José. Oui, j'ai essayé cette auto. C'est une voiture qui nous plaît déjà tous les deux depuis longtemps. Pour la forme déjà, parce que j'ai toujours trouvé très belle. Je la trouve beaucoup plus jolie que la 610. Moi, je trouve que le dessin, il est très pur, quoi. C'est le dessin originel de la voiture, la 610. Elle a été modernisée, japonisée.
je trouve. Mais non, c'est une super auto, c'est un petit peu la belle GT oubliée. Parce qu'elle a, pareil, elle a une réputation dès le départ de Renault, en fait, donc avec ce fameux tableau de bord qui a été tant décrié. Et qui est génial. Et qui en fait est vraiment bien. Alors, pas génial. Peut-être que c'est sur la production, dans les matériaux utilisés, là, d'accord, mais c'est du Renault années 80, mais sur la forme, franchement, il est, surtout avec l'âge venu, il est vraiment bien. Dessiné par Giugiaro, enfin au moins esquissé. Son problème aussi, c'est que c'est une GT, c'est pas une berlinette. C'est un dérivé, c'est une sorte d'A310 qui était déjà beaucoup moins agile, surtout en V6, que la 110, qui est l'icône absolue. L'icône absolue chez les alpinistes. La première, hein, la vraie. Et que du coup, les gens sont un petit peu circonspects sur cette auto qui n'est pas du tout faite. D'ailleurs, c'est le journaliste qui l'a essayé était un petit peu circonspect parce que c'est pas une auto de petite route entre guillemets. Non. C'est vraiment une voiture. C'est une voiture de voie rapide, quoi. Voilà. C'est pas sur une petite route. C'est silencieux, la suspension est douce, la direction est douce. Enfin, les commandes sont pas dures. C'est pas une voiture virile à conduire à rythme normal. C'est très silencieux, surtout si vous avez la ligne d'échappement d'origine. C'était d'ailleurs un des reproches qu'on lui faisait à l'époque dans les essais, c'est-à-dire qu'on n'entendait pas le V6. Celle-là, elle l'avait pas et ça change tout. Hein, elle avait une ligne inox, ouais. Mais alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que donc c'est évidemment le V6 PRV qui est dedans, mais contrairement à celui qui est dans la V6 GT, qui était la première en Atmo en 2 litres 8,5, 160 chevaux. Elle avait encore le V6, j'allais dire, un peu décalé, alors que celle-là, la V6 Turbo, elle adopte un vide-broquin à maneton décalé qui rend le fonctionnement normal, c'est-à-dire avec des cycles de combustion qui se rapprochent d'un V6 à 60 degrés. Et donc elle a une sonorité qui est beaucoup plus proche d'un V6 classique que d'un V6 à 90, comme on peut l'avoir sur les Maserati ou sur le V6 PRV première génération. Voilà, donc franchement... Et ça consomme très peu aussi. Oui. Ça faut, et puis c'était... Alors, il y a forcément des défauts, notamment dans la qualité de certains matériaux. Enfin, c'est des voitures qui ont plus de 30 ans maintenant. Mais très honnêtement, pour le prix que ça vaut, à peu près là, ce que ça coûte, ça fait quand même un très très bel objet, parce qu'on n'est pas loin du prix d'une très belle 205 GTI. Et franchement, c'est un autre monde. Enfin, je veux dire, c'est. Oui. Alors certes, une GTI, c'est fait pour les petits virolos, on s'amuse. Mais là, c'est bien pour traverser la France. Là. Non, puis même, après, il faut savoir s'en servir. C'est une voiture, c'est un petit peu de double face. Jusqu'à une certaine vitesse, on peut aller vite, c'est très confortable. Passer un certain niveau, il faut savoir s'en servir. Il y a un gros sac à dos qui est placé un peu haut. C'est au choix. Le PRV en porte-à-faux arrière, même si c'est un moteur qui est léger d'origine, parce que c'est un moteur tout alu, il est quand même placé assez haut dans le compartiment arrière, ce qui fait que quand ça commence à partir, c'est une voiture qui avait la réputation d'avoir un comportement un peu pointu à la limite. En plus, ça marche. Le turbo est c'est un gros turbo à l'ancienne. C'est un T3, un Garrett T3 qui se déclenche du coup un peu tard et d'un coup. Donc si vous êtes dans la plage du turbo, faut se méfier. Puis quand vous n'y êtes pas, faut se méfier de ne pas y arriver en plein appui. Voilà, donc c'est là où le sous-virage peut se transformer brutalement en sur-virage et en appel contre appel pelle, comme on dit, hein, c'est-à-dire dans le talus, quoi. Mais bon, moi je trouve que c'est une super auto avec une super ligne, surtout le profil. Elle est en plus complètement datée maintenant, on ne peut pas faire mieux. On l'a confronté, c'était le premier match de série, on l'a confronté à la 944 Turbo, la Porsche, que toi tu Moi j'ai essayé en cabriolet au tout début de Youngtimers avec le moteur de 150 chevaux. Alors c'est vrai que c'est une voiture qui est infiniment plus rigoureuse que l'Alpine en termes de comportement. C'est une voiture qui est plus aboutie en tout point, donc le comportement est absolument... c'est assez magnifique. Hein. Moi j'ai utilisé pas mal de 911 et c'est effectivement beaucoup plus équilibré. Maintenant le moteur fait pas de bruit. C'est à peine, je pense que c'est même moins bien qu'un moteur, qu'une sonorité moteur de Golf GTI. C'est moins bien. Et voilà, moi c'est pas une voiture, c'est une voiture que je trouve, à mon avis, pour faire les track days, qui a un super outil, mais qui pour le posséder, pour l'objet, etc., c'est des voitures à utiliser, c'est pas des voitures à regarder dans son garage. C'est presque une voiture du quotidien. C'est presque une voiture, une 944 Turbo, vous pourriez l'utiliser. Entre guillemets, voilà, mais dans l'utilisation, voilà, c'est une Porsche, donc c'est une voiture qui démarre tout le temps. C'est une voiture qui est rigoureuse, c'est une voiture dont le moteur ça a toutes les qualités, mais il lui manque peut-être cette petite
ce petit grain de folie, cette petite saillance ou cet exotisme que pourrait par exemple avoir l'Alpine en face, qui elle est pour le coup plus bourrée de défauts, mais qui deviennent des qualités, des qualités avec l'âge, qui font le charme. Voilà. Il faut s'en occuper beaucoup plus que la Porsche, qui est très facile. Maintenant, on ira évidemment tous les jours. Vous irez plus vite sur un circuit avec à pilote égal, une 944 turbo, ça va tous les jours plus vite qu'une Alpine V6 turbo. Après, c'est clair et net. C'est comme tout le monde, c'est une question de goût, de désir. Enfin, voilà. C'est comme tout. Il y en a qui préfèrent les Golf ou les 205. Ou les R5 GT turbo, on l'évoque aussi. Donc on a aussi quelques monstres sacrés, bien sûr, dans ce numéro. On a BMW M330. Enfin, on a toutes les voitures un peu d'homologation du rallye, groupe B, groupe A. Donc il y a Audi Ur-Quattro, il y a Peugeot 205 Turbo 16, R5 Turbo, avec l'intérieur Gandini, la Cosworth, M330, on l'a dit, Lancia Delta HF intégral, évidemment. Donc ça c'est pour le groupe A. Donc sachant que le groupe A, pour rappel, a supplanté le groupe B en 87, c'est devenu la catégorie N, puisque le groupe B a été interdit. Donc voilà, donc ces voitures d'homologation sont des voitures qui sont très recherchées, qui sont devenues pour certaines peu accessibles au commun des mortels. Les M330, maintenant il faut compter 50 000 €, les Delta intégrales. Alors les Delta, ça dépend. Les Delta, ça dépend laquelle. Parce qu'en fait, tout le monde, dans les ventes aux enchères, tout le monde se précipite sur les Evo 2 en particulier, dont certaines séries limitées peuvent atteindre des sommets à plus de 100 000 €. Et en réalité, on s'amuse beaucoup plus avec une 4WD, donc qui est la première en 165 chevaux, ou une intégrale 8 soupapes, voire une 16, et là on est sur des tarifs compris entre 15 et 30-35 000 €. On est loin des 90, 100 000 qui atteignent certaines Evo 2 en série limitée, donc c'est plutôt... voilà, il faut aussi savoir, dans une gamme donnée, vous avez souvent plusieurs modèles, et c'est pas forcément le plus cher et le plus recherché par les collectionneurs qui va être le plus gratifiant à conduire, et parfois il faut savoir faire le pas de côté et puis aller chercher la version... la version la moins cotée qui n'est pas forcément moins sympa. On a aussi des voitures plus accessibles. Oui. Dans ce hors-série, on a aussi on va dire le sujet star, les deux stars d'ailleurs qui font la course. Ah oui. Tu as eu la chance d'essayer les deux. J'ai essayé, oui, donc la Lamborghini Countach et la Ferrari Testarossa. Alors moi, c'est pas moi qui ai essayé ces deux-là, puisque c'est Thierry Réaubourg qui s'est rendu à Montlhéry avec les deux propriétaires. Voilà. Forcé, ça, il avait pas envie. Puis il les avait jamais conduites, il avait un peu peur. Voilà. Mais bon, il l'a fait quand même. Non, moi j'avais essayé les deux, alors en 512 TR aussi, et la Testarossa, et la Countach c'était une 5000S à l'époque, donc c'est la version qui est juste avant la Quattro Valvolée. Alors Pescarolo avait cette phrase, je me souviens à l'époque, il disait à 200 km/h dans la Ferrari vous fumez le cigare, et dans la Lamborghini vous l'avalez, et ça résume assez bien le propos en fait. Parce qu'en fait la Testarossa c'est une voiture, il y a une génération d'écart entre les deux voitures. La première Lamborghini elle est sortie en 71, enfin commercialisée en 74, mais elle était présentée en 71. Et la Ferrari elle est arrivée en 85, donc il y a quand même, c'est quand même pas les mêmes autos quoi. Et à conduire ça se ressent tout de suite, parce que une Ferrari Testarossa ça se conduit, je vais pas dire que ça se conduit comme une Golf, mais déjà le moteur est ultra souple. On vient souvent à la Golf quand même. Oui, mais parce que la Golf c'est un peu une Clio, voilà. Disons une Clio. Mais la Testarossa c'est une voiture qui a un moteur qui est d'une souplesse incroyable. Vous pouvez traverser un village à 60 en quatrième, vous sortez du village, vous appuyez sur l'accélérateur et ça repart tout de suite. Donc voilà, alors que la Lamborghini c'est une voiture qui est quand même plus physique, qui est sûrement plus gratifiante, dans le sens où quand vous en sortez, vous êtes beaucoup plus fatigué que dans une Testarossa, ce qui revient d'ailleurs à la phrase de Pescarolo. De mon point de vue, je préfère la Testarossa. C'est peut-être aussi parce que quand j'étais gamin, à la fête foraine, on jouait c'était Turbo Outrun, c'est ça là, il y avait une Testarossa qui brillait sur les bornes d'arcade là. Donc ça, vraiment j'adore ça. Je l'avais en poster dans ma chambre. Et en plus, surtout aujourd'hui, elle a quand même un énorme avantage par rapport à la Lamborghini, c'est que la moins chère des Testarossa, elle coûte 3 fois moins que la moins chère des Lamborghini. Et donc là, pour ça, déjà, ça n'a pas de prix quoi. Enfin, si, ça a un prix justement, mais on peut en acheter 3. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur Facebook, Instagram. On est là pour répondre à toutes vos questions. On ne vous cachera rien. On ne vous cachera rien. Tout ce que vous voulez savoir.
Et justement, alors Vincent, toi, t'as pas participé à la rédaction du hors-série parce que tu as plutôt participé à la mise en page et à la réalisation graphique et à la direction artistique. Est-ce qu'il y en a une parce que il y a quand même un paquet de voitures que tu as eu entre les mains malgré tout là-dedans. Est-ce qu'il y en a une que j'ai préférée que tu as préférée ou celle que j'ai pas essayée? Dans celle que tu as essayée justement. C'est compliqué parce que tu as essayé quoi? En gros, tu as essayé l'Alpha. Que tu as essayé. Saab 900 Turbo, ça j'ai eu. Alpha 75 V6, j'ai eu. L'Alpine, j'ai essayé hier. Peut-être que j'aurai. 205 GTI, enfin toutes les petites sportives, ça on a tous eu ou essayé, ou même pour. Elle est là. On les a, oui. Ça a ramené un petit peu sur la. Avec le recul, je pense que. Alors, je suis un petit peu resté sur l'Alpine d'hier. Donc pour l'instant. Donc l'Alpine GTA, c'est un peu le coup de cœur du moment, quoi. C'est-à-dire que par rapport à une berline, même bien motorisée, ça reste quand même quelque chose un cran au-dessus. Oui, je suis d'accord. Il y a le côté grand tourisme, puis l'exclusivité, la position de conduite un peu couchée. C'est quand même pas. C'est pas anodin. C'est pas anodin, donc pour l'instant c'est plutôt la GTA, mais avec un gros coup de cœur pour un petit regret pour la 75 V6, même si je l'ai vendue pour acheter une Saab 900 Turbo. Ah oui, ça c'est vrai qu'il y a une époque très Saab. Ouais. Mais c'est vrai que les Saab, on se retrouve moins avec les J'ai eu les deux en même temps, et il y en avait une où je fermais la porte d'un coup, l'autre je mettais à peu près une demi-heure. Oui, c'est le problème. Bon, il faut faire un choix. Mais non, plutôt la GTA, parce que c'est vraiment je trouve que c'est vraiment un bel objet dans le sens de l'objet, et qui est un peu sous-estimé, un peu mal aimé. On l'a comparé. Réputation en fait. On l'a comparé souvent à l'Aventurier d'ailleurs qu'on a aussi essayé dans ce hors-série parce qu'elles ont le même moteur, puis c'est deux autos françaises. Moi j'ai jamais essayé de Venturier, donc je ne m'avancerai pas à les mettre à jugement. C'est vrai que je la trouve, on en parlait tout à l'heure, au niveau du typage de l'une et de l'autre, en tout cas sur le plan esthétique. Ça c'est après ça va faire crier, parce que j'en ai déjà parlé avec d'autres personnes, mais c'est que la limite la GTA a plus de caractère dans le sens où elle est plus typée. Elle veut pas ressembler à autre chose. La Venturi, ce que je lui reproche, mais ça c'est personnellement, c'est de vouloir aussi bien ressembler à une Ferrari qui avait un intérieur un petit peu d'anglaise, même si c'est une ça singe un peu les références de l'époque, peut-être. Oui. Enfin, donc, du coup, elle se cherche peut-être plus. Ouais, que l'Alpine, on sait que c'est années 80, l'intérieur, il ressemble à aucun autre. Elle a un niveau au-dessus, point de vue. À comportement, c'est plus une voiture de course presque. Et l'Alpine, elle a ce charme de ne pas faire de concessions en fait. C'est une Alpine, c'est resté une Alpine dans son architecture. Avec ses qualités, ses défauts. Ils ont cherché enfin, ça ressemble à rien d'autre. Physiquement, on ne peut pas dire que ça ressemble à une Porsche ni à une Ferrari. Donc pour moi, elle a un petit peu plus de caractère. De charisme même, et puis de toute façon elle est plus abordable. Aussi. Donc c'est le coup de cœur. Enfin c'est celle que je. Ouais. Si je devais en prendre une, dans celle que j'ai essayée. Sinon je prendrais peut-être une Tesla, peut-être une Countach, mais les LP400S. Ouais, juste les grosses selles, les jantes. Un truc pas cher quoi. Alors moi je vais écarter la Testarossa et la Lamborghini. J'aime bien la Testarossa, mais voilà. Moi j'ai beaucoup aimé, je vais parler de celle que j'ai essayé dans ce hors-série, donc en l'occurrence moi j'ai essayé la R5 Turbo, la Delta, la 205 T16 et puis 205 GT, j'ai eu beaucoup R5 GT Turbo aussi. Moi je suis jamais déçu par une Delta intégrale, surtout quand c'est pas une Evo quoi. Donc c'est-à-dire quand elle a les trains roulants moins affûtés et qu'elle du coup elle est plus vivante, plus dansante. Là la Delta en l'occurrence la 16 soupape elle était un peu préparée, je crois qu'elle faisait dans les 250 chevaux, sur les petites routes c'est un bonheur absolu. Et après le 5 cylindres de di-quattro qui était en face, j'ai toujours adoré les sonorités de 5 cylindres, c'est un grain de voix tellement particulier, un peu mutant. Voilà, mais mutant, c'est mutant comme bruit. C'est mutant. Mais c'est pas du tout un 4, c'est pas tout à fait un 6, c'est un 5. C'est un 5. Mais donc du coup, par contre la Delta j'aime bien, j'aime toujours bien. Là j'avais essayé déjà une Evo 2 qui m'avait un peu laissé sur ma faim, qui marchait très bien, mais voilà. Après j'ai essayé une 4WD que j'ai adoré, et là j'ai essayé une 16V et j'ai trouvé ça fantastique. Donc pour ce coup-ci je resterai sur celle-là, ouais. Pas la 205 Turbo 16.
C'est un peu. C'est particulier. On est beaucoup plus proche de la voiture de course. Là, en plus, elle était un peu greffée avec des trains roulants d'Evo 1, etc. Donc, ouais, on était sur quelque chose de qu'il faut conduire beaucoup plus vite, en fait, pour commencer à sentir les limites, notamment des trains roulants. Parce que là, on était sur les routes de Savoie avec la 205 Turbo 16, ça bouge pas. À chaque virage, vous dites que vous pourriez passer encore plus vite et sans même avoir besoin de freiner, tellement c'est posé, rivé par terre, quoi. Alors, il y a quelques questions qui commencent à tomber. Ouais. Ça concerne pas forcément le hors-série, on a accueilli un peu de tout. J'espère revoir des 306 dans vos magazines. Bah, il y en aura sûrement. Il y en aura sûrement, ouais. C'est pour l'instant, c'est pas. Pour l'instant, on est sur les années 80. Et dans le numéro 125, c'est pas une 306, c'est une 309. C'est sa mère. 309 GTI 16 et Golf 2 GTI G60. Golf 2. Combien coûte la Evo 2 Martini, donc la Lancia Delta intégrale? Ça, c'est plus de 100. Je crois que c'est 110 ou 115. C'est des versions collector. Donc, c'est les fameuses séries limitées dont on parlait tout à l'heure. C'est parmi les plus chers. C'est comme avec les Final Edition. C'est des autos qui peuvent valoir jusqu'à 110, 115 000 euros et qu'on trouve en général pas en vente sur le Bon Coin, mais plutôt dans les grandes maisons de vente aux enchères. Youngtimers Club 13. Qu'on connaît. Avez-vous déjà eu l'occasion, d'essayer la Bugatti EB110? Non. Non, jamais. De toute façon, c'est interdit. Il a pas le droit. C'est moi. Trop puissant. Non, non, jamais. Peut-être. Si quelqu'un en a une à nous proposer, par contre, on crache pas dessus. On a un parking, on peut la garer, il n'y a pas de problème. Un hors-série sur la Volvo 240. Que sur la Volvo 240, ça va être un livre, peu court, oui. Et ça existe déjà, et ça va. Modèle, non. Ça va peut-être être un peu, sur un seul modèle en général, c'est pas la garantie de bon succès dans les kiosques. Donc, non, puis bon, on tourne un peu en rond. Oui. Mais par contre, en parler dans un hors-série, oui. Faire un sujet, c'est un 6-8 pages, oui, pas de problème. Laurent Bougard, pardon. Excusez-moi. Donc qui fait partie du club 604, oui. On en reparlera le mois prochain parce qu'on a essayé une 604 pour le numéro 126 du mois de décembre. Un hors-série a surtout les 6 cylindres et il achète de suite. Ah, s'il achète de suite. S'il achète tous les numéros qu'on imprime, on peut faire un hors-série rien que pour lui sur tous les 6 cylindres, il n'y a aucun problème. Après, il faudrait faire des sélections, oui, ça peut être une idée de thème, oui, ou au moins en réunir quelques-uns. Un petit paquet. Un reportage sur la W202 ainsi que la Mondeo 1. Alors la W202, pour ceux qui connaissent pas les codifications chez Mercedes, c'est la première classe C qui a succédé à la Mercedes 190 EW201, donc qui est sortie en 94 ou 95, peut-être un peu avant 93. C'était la première de la voilà, c'est la première classe C de la nouvelle ère, celle qui avait les optiques arrière qui remontaient jusqu'au haut du sommet des ailes. C'était pas très belle d'ailleurs. Ça, oui, on en a parlé en E36, enfin en version AMG. AMG. Ah oui, non, on a fait la C40. Ah, c'est la C43. C43 AMG, ouais. La Mondeo 1. La Mondeo 1, c'est pareil, ça se trouve plus beaucoup, c'est dur à trouver, oui. Sauf dans éventuellement en ST200 ou en V6 de 8.5, mais sinon, il y en a quasiment plus. Laurent dit qu'il les a toutes. Il les a toutes. Si Laurent dit qu'il a toutes les 6 cylindres, s'il achète aussi tous les magazines, on fait son hors-série, il n'y a aucun problème. Une belle analyse sur les modèles abordés. Merci Frédéric. Avez-vous déjà fait un article, prévu ou fait, sur les F355 et 360 Modena la 355? On l'a fait dans le sportif mythique des années 90, mais qui maintenant a 6 ans, je crois. Largement, oui. C'est pour ça répond aussi à la question. Et la 360 90, il a déjà été. On l'a déjà fait, mais si on nous le réclame à corps et à cri, on en refera un autre, ça y a pas de problème. La 360 Modena, on n'a jamais traité dans nos colonnes encore. Non. C'est encore un peu tôt, mais ça vient. Ouais, ça pourrait, mais ça pourrait. Ça va venir. Voilà, après d'autres questions, on va vous faire un reportage sur la R11 90 GT. Oui. Mais alors là, j'ai plus le numéro, c'est pas vieux, si vous recherchez dans l'index. Une petite année, largement. Ouais, c'est une petite année, ouais. D'ailleurs, je me souviens parce qu'elle avait l'option 44 phares qui était réservée au turbo et il y avait des lecteurs qui nous en avaient fait la remarque en disant d'origine, c'est une calandre de phare et pas une 44 phares. Voilà. Donc, on vous
remontre notre dernier hors-série. Et le numéro qui est en kiosque le 125. Ah oui, ça fait, c'est vrai. Ça fait beaucoup de Youngtimers, ouais, je suis d'accord. Non, mais ce cas-là, c'est vraiment on l'a reçu nous aujourd'hui au bureau parce qu'ils arrivent un petit peu en retard, mais il est en kiosque depuis quelques jours. On en est assez fiers. Il est à 7,90 €. Non, mais c'est pas cher. Non, c'est vraiment pas cher. Non, c'est surtout que c'est un bel objet. On s'est fait plaisir à le faire. Donc, à essayer, à rencontrer les lecteurs, à essayer les autos, etc. Donc n'hésitez pas à... Vous pouvez le commander en ligne sur youngtimers.fr dans la boutique. Voilà. Vous pouvez le commander, il y en a quelques-uns en stock. Donc, voilà. Une dernière question de ZFMGT. Des avis sur la 944 S2. Bah, ça rejoint ce que tu as dit. Ça rejoint ce qu'on disait, ouais, sauf qu'il n'y a pas le turbo, donc c'est encore un peu plus creux et un peu. Voilà, maintenant c'est plus facile à utiliser du coup. Enfin, c'est moins. Mais c'est pareil, c'est une excellente voiture, mais disons qu'il faut avoir à l'utiliser assez régulièrement. C'est-à-dire que c'est presque une voiture, alors sauf si vous habitez en métropole et que vous êtes amené à l'utiliser tous les jours, mais c'est presque une voiture qui suffit pour un usage courant d'aujourd'hui sans aucun problème. Ce qui sera pas le cas avec une Ferrari contemporaine par exemple, que là vous ne sortirez peut-être qu'une fois le week-end pour faire une petite promenade de 100 km. Si vous achetez une 328 GTB par exemple, qui est une contemporaine de la 944 SE ou même une 348, voilà, c'est un peu plus compliqué à utiliser, ne serait-ce que parce que quand vous vous arrêtez, vous créez un attroupement. Avec une 944 S12, ça arrive quand même globalement moins. Quand même beaucoup plus discret. Toutes les Porsche sont assez discrètes. Toutes les Porsche sont des voitures qu'on peut utiliser, il n'y a pas de problème. Jérôme Gutmann demande si on a déjà fait un essai de l'Alfa Romeo 155 Q4. Non, pas encore, c'est prévu. On a fait une Delic Twin Spark, c'est ça? Oui, les 155, c'est dur à trouver, ça devient un petit peu... En Q4, on en trouve un peu, il y en avait une sur un salon à Rouen, je crois. Oui, il y avait un peu de tout, il y avait 164, il y avait toute la famille, donc c'est prévu. Si jamais quelqu'un... Même chose, nous on est ouvert à tout, après les voitures... faut qu'on les trouve, quoi. Donc quand on les trouve, il y a certains modèles qu'on cherche depuis des années qu'on n'a toujours pas trouvé. Donc voilà. Bon, voilà. Donc sur ces bonnes paroles. Donc toi, tu as lancé un Delta intégral pour l'instant, c'est mon voilà. T'es sur le bon coin, toi. Non. J'ai une alerte sur les Delta, mais voilà. Okay. Après, il faut avoir les sous pour les acheter, c'est le problème. Faut vendre, acheter bien beaucoup de d'acheter une Delta. Bon, on vous remercie beaucoup. Donc n'hésitez pas, kiosque, abonnement, boutique youngtimers.fr sur le web. On vous dit à bientôt 15 jours pour le prochain. Pour le prochain, pour le 6e live. Et puis en attendant, profitez bien. Bon vent et à bientôt. Salut!